Place au parti pris. Nous rejoignent Ruth Elkrieff pour la politique, François Langlais pour l'économie, Abdou Chalmani pour l'international. Bonsoir à vous trois. On va revenir en France provisoirement. Ruth, c'est vous qui commencez. Et vous nous dites pourquoi je suis en colère contre le système de santé français. Non, c'est l'inverse. Non, enfin... Oui, je suis en colère en fait plutôt contre les politiques, contre tous qui se demandent s'ils vont utiliser la bonne formule pour le prochain sondage, s'ils ont le bon profil pour la photo de leur affiche de 2027. Je suis en colère parce que après avoir été obligée de fréquenter à la fois l'hôpital et la clinique, donc le public et le privé du système de santé, je n'ai qu'une question, mais comment est-ce possible que tous ne se mettent pas autour d'une table et ne se mettent pas d'accord pour remettre sur pied le système de santé français? Vous avez vécu une mauvaise expérience ? Je vais vous raconter, mais nous en sommes au 11e ministre de la Santé depuis 2017. 11e. Aujourd'hui, dans cette période en plus d'incertitude, la santé est à la merci du Parlement qui est morcelé, qui est prisonnier des intérêts partisans, qui est impuissant à se projeter dans l'avenir. Et je suis furieuse que tous ne taisent pas leurs dissensions pour réparer et redonner espoir, évidemment aux malades, mais c'est d'abord aux soignants. De l'aide-soignant de l'hôpital qui gagne 1 900 € après 26 ans à la PHP, sans les primes, qui trime le week-end, les nuits et qui doit slalomer entre les brancards dans les couloirs, aux médecins urgentistes, souvent étrangers, mais pas seulement, bien sûr. Le plus souvent scotché devant son ordinateur, parce qu'il doit remplir les cases, alors que les patients arrivent en cascade dans son service. Au passage, ce serait pas mal de mettre de l'intelligence artificielle là-dessus. Par exemple, ça, c'est un bon investissement, vous voyez, les politiques qui discutaient. Espoir aussi aux jeunes médecins, aux jeunes infirmiers, qui sont obligés de se murer dans une forme d'insensibilité pour ne pas craquer devant la misère humaine. Je parle pas de la sécurité. Vous savez que dans les services d'urgence, il y a maintenant des services de sécurité privés dans les hôpitaux publics parce que il y a la crainte des agressions. Et puis il y a les systèmes des cliniques privées. Et globalement, heureusement qu'existe ce système des médecins libéraux qui permet de soulager le public. C'est une complémentarité indispensable. Mais quel malentendu! 20 000 d'entre eux ont manifesté ces dernières semaines. Et très nombreux se sont mis en grève. Ils ont le même sentiment d'épuisement et de mépris. Ils ne supportent pas, à juste titre, d'être vus comme des profiteurs, alors qu'ils permettent objectivement de soulager la charge de l'hôpital public. Plusieurs mesures adoptées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale portent atteinte à leur liberté de diagnostic. Et ce qui me frappe, moi, c'est que ils ont tous le même sentiment. Mais je dis tous, c'est-à-dire dans le public et dans le privé. C'est que l'emprise de l'administration est telle que le soin n'est plus au cœur du système. Alors on a l'impression, je suis sûre qu'on l'a dit 100 fois ça, vous l'avez dit toute l'épidémie. On l'a dit de loin, on l'a dit d'en haut. Voilà, on le répète, mais c'est vécu au quotidien, c'est vécu comme une injustice totale, avec les slogans des manifestants libéraux, mais je vous parle de l'hôpital public et je les mets sur le même plan, sincèrement. On veut des soignants, pas des sanctions. Nous ne sommes pas des pions de vos échecs. Je vous donne un exemple. Le budget autorise, par exemple, le gouvernement à modifier unilatéralement les règles de remboursement de certains actes médicaux, lorsqu'il apparaît que leurs conditions de production et de réalisation ont évolué de manière significative. Unilatéralement, ça veut dire sans discussion avec les différents acteurs. C'est la première fois, ça n'est jamais arrivé. Et la ministre de la Santé, elle-même, elle dit « Non, mais en fait, le gouvernement n'était pas d'accord, et d'ailleurs, moi-même, je n'appliquerai pas cette mesure. » Bon, c'est quand même absurde, si vous voulez. Et d'ailleurs, je salue le fait qu'elle dise qu'elle en continue à ouvrir sa porte aujourd'hui à tous les manifestants. Donc, un sentiment de burn-out, d'épuisement, d'injustice qui touche tout ce système. Et puis, je voudrais finir par les immigrés. Je veux en parler très clairement. Vous savez que moi, je suis en faveur d'un système de contrôle des flux migratoires. Je le dis et je le répète sur ce plateau. Et je ne change pas d'avis. Mais permettez-moi de vous dire que pour tous ceux qui font des amalgames inadmissibles, moi, je demande le respect et des remerciements pour tous ceux sans lesquels et l'hôpital et les cliniques ne fonctionneraient pas. Parce que quand vous vous promenez dans les couloirs, eh bien, vous avez tous les accents. Et vous êtes très content de les entendre parce qu'ils viennent pour vous soulager. Et donc,
ils contribuent comme tous les Français à notre bien-être quotidien. Et ne pas distinguer tous ceux qui sont intègres et travaillent dur de ceux qui, minoritaires, pourrissent la vie de quartiers et parfois des villes, évidemment. Pour moi, aujourd'hui, je le répète, c'est une faute grave. Alors, je vais vous dire, je sais que ça a l'air totalement naïf, mais j'assume. J'assume d'avoir une forme de bon sens. Oui, la santé, c'est une question de financement, mais c'est une question de vie. Et malgré les Ségur, les conventions, les réunions, les soignants, tous à tous les niveaux sont au bord du burn-out. Alors, c'est la priorité des Français avec l'éducation. Ça doit être la priorité des politiques, au-delà de leurs différences. Et les soignants doivent entendre que la nation prend soin d'eux comme ils prennent soin de nous. Bon, voilà pour l'expérience de route. François, oui, vous voulez Oui, non, on ne peut que vous rejoindre. Et en même temps, alors, est-ce que c'est le travers de mon œil de spécialiste de l'économie ? Bien sûr. Mais on se dit, en vous entendant, c'est aussi la facture d'un système qui est vicié au plan idéologique et au plan budgétaire par la gratuité universelle. C'est-à-dire que à partir du moment où tout est gratuit, le seul moyen de contrôler la dépense, et encore de façon très médiocre, rappelons que le budget voté pour 2026... Ça va être de 17 milliards de déficit, c'est 24 milliards. On va être à 24 milliards à peu près, au moins. Le seul moyen de limiter un peu la dépense, c'est d'organiser la pénurie. C'est-à-dire d'organiser le rationnement. Et c'est ça qui est terrible. Et voilà, on est d'accord. C'est terrible parce que, de fait, les malades subissent ce rationnement, cette pénurie, les soignants encore davantage, avec des conditions de travail qui deviennent démentes, et qui ne sont pas liées d'ailleurs que de façon très partielle par le dévouement de toute une génération qui est encore habituée à s'investir beaucoup, etc. Donc, si on ne remet pas en cause ce postulat que tout est gratuit pour tout le monde, eh bien malheureusement, on s'enfonce dans la tiers-mondisation. Moi, ce que je dis, c'est qu'on doit le mettre en priorité et s'asseoir autour d'une table et commencer vraiment à peut-être faire une réforme gigantesque. Mais c'est à ça que doivent servir les politiques. François, vous gardez la parole pour votre petit prix économique. Alors Castel, c'est un nom qu'on connaît mal, mais c'est le premier producteur de vin et distributeur de vin français. C'est le 3e ou 4e mondial. Et il y a une guerre de succession terrible. Vous nous dites, on ne choisit pas sa famille. C'est vrai. Coup de tonnerre dans l'empire du vin, vous l'avez dit, ce groupe Castel qui est peu connu, bordelais, fondé par un type formidable au sortir de la guerre, avec ses 8 frères et sœurs, famille très modeste, et qu'il a développé de façon extraordinaire. Il a 99 ans. Aujourd'hui, ce groupe est propriétaire de marques très connues comme Vieux Pape, Listel, le baron de Listac, et puis du distributeur Nicolas. La maison Nicolas, c'est lui qui possède tout ça. Et effectivement, ce groupe est pris dans une querelle entre la direction installée par le fondateur et les héritiers de ce même fondateur. Pierre Castel, 99 ans donc, qui a vraiment fait un empire, un mastodonte. C'est l'une des premières fortunes françaises. Elle est classée dans le fameux classement de Challenge, en large partie délocalisée parce que c'est avec un trust qui est basé à Singapour, figurez-vous. Et c'est justement celui qui est à la tête de ce trust, cascade de holding, pour des raisons probablement fiscales, qui est visé par une action en justice de la part des héritiers de Castel. Parce que ces héritiers cherchent à le démettre. Ce fleuron se trouve donc pris dans une querelle qui risque de le paralyser. Alors qu'il y a un enjeu considérable. Rappelons que le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est 6 milliards et demi. Donc on est même plus dans le TI. On est à la lisière de la grande entreprise. Ça ressemble à une histoire toute récente d'une autre TI vendéenne, Atlantique, fabricant de pompes à chaleur, près de 3 milliards de chiffre d'affaires. Les 2 fondateurs sont morts il y a une dizaine d'années. Les 2 familles ont passé 10 ans à se disputer. Dans des termes extrêmement vifs. La seule solution, ça s'est produit il y a 15 jours, qui a été trouvée, ça a été de vendre l'entreprise a des intérêts américains. C'était le seul moyen de mettre d'accord les 2 familles qui s'empaillaient. Et pour Castel ? Castel, le problème va se poser aussi. Et c'est un groupe qui, justement, peut voir son développement entravé par ces querelles très importantes. Tout ça, ça nous rappelle quand même que les entreprises familiales, si elles sont souvent célébrées pour leur sens du long terme, leur constance, elles ont aussi leur vulnérabilité. C'est la famille elle-même. Qu'elle soit unie, et l'entreprise est certainement la plus à même pour appréhender le long terme, parce que
on pense aux générations d'après, et c'est très protecteur pour l'entreprise. Ça induit un prisme de décision que n'ont pas les entreprises cotées classiques, qui sont bien souvent orientées sur un terme beaucoup plus court. Mais qu'elles soient désunies, et elles se trouvent à la merci des accidents. Plus le temps passe, plus les familles sont nombreuses, plus ce risque s'accroît, plus le risque existe pour les clans qui n'entretiennent pas l'affectio societatis de se dissoudre. Hermès en a fait l'expérience il y a une quinzaine d'années, souvenez-vous. Le maroquinier possède plusieurs centaines d'actionnaires familiaux, répartis en 3 branches. C'est, pour le coup, les dividendes, si je puis dire, de l'histoire. Leur désunion avait exposé l'entreprise à une prise de contrôle par LVMH, qui finalement n'a pas réussi. Depuis, la famille s'est rassemblée avec une holding qui regroupe plus de 50 actionnaires et qui est en quelque sorte le pivot, le socle de l'indépendance de cette entreprise extraordinaire. Morale de l'histoire, une famille actionnaire, bon, c'est pas en soi une garantie de sécurité. Surtout si elle est nombreuse, une famille, c'est comme un jardin, ça s'entretient. Un Dallas français. Il faut préparer, quoi. Il faut préparer sa succession, et en famille, comme par ailleurs, comme dans tout. Abnous, qui se serait attendu à ça? L'Arabie Saoudite se prépare à ouvrir le plus grand parc mondial, peut-être le premier, Dragon Ball, c'est-à-dire inspiré des mangas japonais. Mais ouais, toute mon enfance, c'était, vous savez, l'ambition de MBS, Mohamed Ben Salman, le prince héritier et dirigeant de fait d'Arabie Saoudite, c'est de faire de l'Arabie Saoudite le centre du monde, voire le centre de tous les mondes. Et tout ça, François en parlait hier, dans le but de sortir de la rente pétrolière et de diversifier son économie. Donc après le sport, le sport, on a le football, le golf, la F1. Après la culture, alors quelque chose qui n'existait pas en Arabie Saoudite, ouverture de salles de cinéma et de concerts, c'était interdit. Festival organisé, le tourisme avec ses projets. Mais c'est des méga projets, la ville de Neom, de Line et compagnie, espèce de complexe touristique complètement délirant. Eh bien, ça y est, MBS rajoute une nouvelle flèche à son arc de soft power. Il s'approprie l'univers de l'animation et du manga en ouvrant, ça va être à peu près après 2027, le premier parc d'attractions au monde, Dragon Ball. Ça va être à Qiddiya, qui est à 50 km à peu près de Riyad. Et Qiddiya, de toute façon, c'est le projet de MBS dans Vision 2030. Ils veulent le transformer en capitale du monde du divertissement. Donc ça va être 50 hectares dévolus à l'univers c'est énorme, de Dragon Ball. Donc vous avez toute la série qui est représentée. 5 manèges présentés comme uniques et ultra modernes, au milieu de 30 attractions. Vous allez avoir une statue monumentale de Shenron qui va faire 70 mètres de haut et qui va être l'attraction principale. Alors Shenron, c'est le serpent sacré qui apparaît quand les 7 Dragon Ball, 7 boules Dragon Ball sont réunies et qui peut exaucer vos vœux. Donc pour ceux qui connaissent la série, c'est waouh. Et ça va être vraiment, voilà, vous voyez Shenron apparaître, et des hôtels et des restaurants thématiques, et vous allez avoir un show de drones et un spectacle pour représenter tout l'univers de Sangoku. C'est énorme. Et alors, vous allez me dire, ça, c'est mignon, mais on va non. dire le choc des cultures, quand même. Pas du tout, parce que ça ne se limite pas. Si on en est arrivé là, c'est qu'il y a quelque chose derrière, et ce quelque chose, c'est une stratégie industrielle. Et tout ça est entre les mains de Manga Production, qui est une filiale de la fondation MISC, qui est directement contrôlé par MBS. Essam Boukhari, qui est le PDG de Manga Production, a été attaché culturel saoudien au Japon pendant 20 ans, donc c'est peu dire qu'il connaît, et c'est pas compliqué. Il explique que l'Arabie Saoudite est passée, je cite, d'un statut de consommateur à celui d'exportateur d'animation au niveau mondial grâce à des jeunes talents arabes. Et c'est ce qui se passe. Manga Production coproduit des films d'animation avec les studios japonais de renom comme Toei Animation, c'est les meilleurs du genre, mais aussi avec des entreprises américaines comme Telltale Games. Et c'est aussi Manga Al Arabia, c'est un magazine, 400 000 exemplaires mensuels vendus, c'est énorme, et 7,5 millions de lecteurs numériques. C'est vraiment un monde. Aujourd'hui, c'est 231 millions de dollars, c'est en pleine expansion. À l'horizon de 2030, ça va être 6,5 milliards de dollars de bénéfices. C'est énorme. Et en gros, vous allez me dire, bah oui, Japon, Arabie Saoudite, quel rapport? Mais énorme rapport. C'est le soft power japonais, c'est ça. C'est le manga, d'accord, qui est au service de l'influence saoudienne, Japon. Mais pas japonaise, bah non, justement. C'est ça, le grand coup de MBS, et ce qu'explique Kazuto Suzuki, professeur à l'université de Tokyo. Le Japon possède de loin le plus grand soft power au Moyen-Orient grâce à l'animation, le manga, mais cela ne s'est pas traduit en influence politique. Et c'est là où les Saoudiens récupèrent le coup.
Et c'est là où MBS est spectaculaire, c'est qu'il prend le capital culturel japonais la pop culture la plus évidente, celle qui est, mais sur tous les continents, et va le mettre au service de son soft power à lui, en l'arabisant. Si c'est pas un coup de génie, moi je me demande ce que c'est, quoi. Et moi je trouve ça vraiment, parce qu'il séduit le monde asiatique, il séduit les millions de fans saoudiens, et en même temps, il capitalise sur l'engouement de toutes les sociétés occidentales pour le manga. C'est de l'appropriation culturelle, mais de l'appropriation culturelle, d'une intelligence. Mais évidemment que c'est de l'appropriation culturelle. Mais moi, je vous dis qu'arrivera un jour où on va croire que le manga est né en Arabie Saoudite. C'est que l'idée est tellement, c'est-à-dire que les Japonais ont jamais pensé à faire un parc Dragon Ball, que ce soit les Saoudiens, et le fait de l'arabiser, parce qu'il y a énormément d'écoles d'animation qui ouvrent, où c'est des jeunes saoudiens qui travaillent sur ces dessins animés, en lui donnant un aspect saoudien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de baisers et pas trop de nus, on va passer sur un... Alors qu'est-ce qu'ils vont prendre chez nous? Molière? Ils ont déjà, alors ça par contre, ça c'est la spécialité des Émirats Arabes Unis du Qatar, c'est tout ce qui est musées, grandes écoles, universités, mais pas les nus. La Sorbonne. Donc un jour, on va se retrouver en France, on n'aura plus aucun tableau, on n'aura plus que les nus. Bon, moi ça me va, je trouve ça assez dans l'esprit européen, mais comme ils achètent tout sauf les nus, on va se retrouver avec toutes les sculptures et tous les tableaux de nus, et eux ils ont récupéré tout le reste. Mais c'est intéressant parce que vous avez cette idée de faire de l'Arabie Saoudite et celui-là, mais c'est aussi, ça va être le premier lieu de l'e-sport qui est en augmentation. Là, en 2025, il y a eu l'e-sport World Cup, 200 clubs, 2000 joueurs, 25 tournois sur 24 jeux, c'est immense. Et donc la question que posait François, c'est est-ce que ça marche, cette diversification? D'un côté, oui, parce que regardez, maintenant tout le monde sait que ça se passe là-bas, au niveau du tourisme et des investissements, mais non, parce qu'on n'est toujours pas sorti de la rente pétrolière, parce que pour financer tous ces projets, on a besoin de l'argent du pétrole, donc il n'y a pas eu de diversification. Et qu'est-ce qui se passe? Et sachant que là, gardons toujours un œil sur l'Iran, si le prix du baril chute, comment on va continuer à financer ces projets-là? Donc toute la question est là. Qui est aussi un sujet économique. Qui est aussi un sujet culturellement déjà. Mais culturellement, c'est exceptionnel. C'est qu'à un moment, mais c'est aussi peut-être ça la nouvelle mondialisation, c'est qu'à un moment on va plus savoir d'où vient la culture d'origine, tellement le boulot d'appropriation sera bien fait. Merci à vous trois pour ces parties pris.